Bonjour à toutes et à tous, cap aujourd'hui sur le toit de la Belgique, puisque c'est depuis Wem que nous allons débuter notre périple. Nous ne monterons pas jusqu'au signal de Botrange, mais nous le frôlerons entre Vieille-Pierre, lac et forêt, en selle donc pour ce nouveau numéro des Chemins du Ravel. Lorsqu'au départ de la balade vous déplierez votre carte, une singularité apparaîtra. Implantée au cœur des cantons de l'Est, Wem est une localité francophone qui coupe en deux la communauté germanophone. Ici pourtant, vous ne trouverez pas le moindre soupçon de querelle linguistique, un peu comme si la tumultueuse histoire de la région, pétrie de conflits et de séparations, avait forgé l'union de ses habitants. Votre escapade s'inscrira d'ailleurs dans la lignée de cette communion entre les hommes avec la nature comme fil conducteur. Coup de pédale après coup de pédale, l'assiette de l'ancienne ligne 48 diffusera bon nombre de perspectives insoupçonnées et une sorte de bonheur bucolique vous envahira. Longue de 125 km, la ligne 48 est plus communément appelée Vennbahn, la ligne des Fagnes. Pendant plus d'un siècle, elle a relié Aix-la-Chapelle en Allemagne à Trois-Vierges au Luxembourg et a apporté la prospérité à cette région frontalière germano-belge au caractère naturel affirmé. Vous apprécierez sans commune mesure cette fugue dans le bocage typique du sud des Fagnes, entre vertes prairies encore entourées de haies touffues et sombres forêts. Puis, brièvement, vous délaisserez l'épine dorsale du réseau ferroviaire d'autrefois pour emprunter le tracé de la ligne 45A, l'une de ses ramifications. Christophe Ramjoie, bonjour, vous êtes journaliste à la BRF. Bah oui, parce que le Ravel, il connaît pas de langue, il connaît pas de frontières, la BRF. Vous pouvez un petit peu nous rappeler ce que c'est ? La BRF, c'est la radio-télévision germanophone de la Belgique. Ça correspond un tout petit peu à la RTBF car c'est national et moi j'y travaille. Alors on est ici sur vos terres, dans un lieu vraiment idyllique si on veut passer du bon temps. C'est tout à fait idéal maintenant quand il fait beau, tout à fait. Même quand il fait gris, c'est beau aussi. Et il y a d'autres choses et beaucoup de choses à faire. Mais il y a vraiment beaucoup d'aspects touristiques ici dans la région. C'est varié et c'est bien. Quand je dis qu'il y a moyen de passer du bon temps dans la région, vous avez voulu nous emmener sur un Ravel un petit peu particulier, sur une ancienne ligne de chemin de fer qui est notre vocation. Oui, tout à fait. Les Dreizin, le railbike à Leikaul qui amène le chemin de fer de Leikaul à Zurbrugg. C'est un chemin faisable pour tout le monde, pour toute la famille. C'est 7 km, tout d'abord ça monte, mais par après ça descend, c'est du fun pur. Du fun et aussi de très très beaux paysages. Des très très beaux paysages, il faut les savourer comme on peut savourer beaucoup de choses ici dans la région. Ce sont des très très beaux paysages qu'il faut préserver, ça veut dire que l'activité elle ne va pas être démesurée non plus. Non, car il faut aussi respecter la nature, c'est pour ça qu'il n'y a pas de projet pour s'agrandir, pour agrandir les Dreizin, pour agrandir le projet des Dreizin à Leikaul et ni à Zurbrugg. C'est très physique ? Non, il y a même moi qui est arrivé à le faire. Allez Christophe, merci beaucoup et puis on va regarder tout de suite votre reportage. C'est à Leikaul, à 2 pas de la frontière allemande, que l'aventure du railbike commence. Après quelques instructions bien nécessaires, les touristes partent à la découverte de 7 km de l'ancienne voie ferrée, la Vennbahn, et de ses superbes paysages. Principalement les milieux tourbeux, donc tout ce qui est associé aux tourbières. Donc on retrouve différents stades ici sur le haut plateau des Ardennes. Donc différentes tourbières, des tourbières qui ne sont plus actives, des tourbières actives. Et autour de ça, on trouve toute la faune, toute la flore qui y sont associées. Un railbike peut accueillir 2 à 4 personnes. Depuis 2 ans maintenant, les railbikes 2 personnes sont également disponibles. Les superbes panoramas au long de la route font oublier l'effort accompli. Puis, lentement, le paysage s'ouvre sur la petite entité de Zurbrugg. Un chalet doté d'une jolie terrasse offre le cadre idéal pour une pause bien méritée. Le retour vers Leikaul est un peu plus fun, car on est aidé par la descente. C'est accessible à tout le monde, c'est un peu sportif malgré tout, mais on a des personnes de tout âge qui le font. Donc les enfants à partir de 10 ans sont grands assez pour pédaler
Et ça peut aller jusqu'à plus de 80 ans. De retour à Leikaoul, les participants partageront leurs émotions sur la terrasse surélevée ou dans le wagon vintage des années 50. Au menu, des délicieuses gaufres de Liège. Fiers de leur aventure, les touristes repartiront les images plein la tête. Vous ne quitterez pas Butchenbach de sitôt. Dans un premier temps, vous serez impressionné par la hauteur du clocher de l'église Saint-Étienne. L'édifice, inspiré de style roman rhénan, a été érigé début des années 30 par l'architecte malmödien Henri Cunibert, dont c'est le plus grand projet réalisé. Il y a quelques années, sa restauration a permis de lui redonner son aspect architectural intérieur initial avec une large place faite à la lumière. Outre des vitraux représentant des scènes de la vie de Saint-Étienne, l'église renferme quelques belles pièces des siècles passés, issues de l'ancienne église paroissiale. À quelques encablures du centre de Butchenbach, le lac vous ouvrira tout grand ses bras. Ici et là, vous aurez envie de plonger dans ses eaux ou de voguer sur ses flots. Malgré ses allures canadiennes, il n'a pourtant rien de naturel puisqu'il est le fruit de la construction en 1932 du barrage de Butchenbach. Haut de 23 mètres et long de 140 mètres, il retient 11 millions de mètres cubes d'eau répartis sur quelques 120 hectares. D'abord construit comme réservoir d'eau, ce barrage s'est doublé au fil des décennies d'une réelle vocation touristique avec un développement important d'activités dans et autour du lac. Après vous en être mis plein la vue, vous reprendrez votre route et rejoindrez la Vennbahn. De ci de là, vous repérerez d'autres anciens témoins du passé ferroviaire, tandis qu'en contrebas, la Warche répandra ses flots paisibles dans la vallée. Petit à petit, vous vous rapprocherez du parc naturel des Hautes-Fagnes-Eiffel. Dans ces décors au vert profond, aux mille et une saveurs et senteurs, votre plaisir d'évoluer sur l'une des plus longues routes cyclables, sur une ancienne voie ferrée d'Europe, sera toujours aussi intense. Et c'est presque à regret que vous atteindrez votre terminus. Georges Wathelet, bonjour. Vous êtes secrétaire de l'ASBL Chemin du Rail. Nous sommes ici à Surbrot, un petit village. Et derrière nous, une grande gare. Il y a une explication à ça? Oui, c'est un lieu qui est en fait chargé d'histoire. Remontons dans le temps, 1882, ceci n'est pas la Belgique. Nous sommes encore en Allemagne. Il y a 3 cantons, Eupen, Malmedy et Saint-Vith, qui appartiennent encore à l'Empire allemand. Donc ici, nous sommes chez les Prussiens. Les Prussiens décident de construire une ligne de chemin de fer pour relier le bassin d'Aix-la-Chapelle à celui du Grand-Duché de Luxembourg. Il y a une deuxième raison, et elle est un peu moins avouable, mais tout aussi importante, c'est une ligne stratégique pour la défense de l'Empire allemand, parce qu'on est aux confins des frontières avec la Belgique. Vous parliez de Prusse, on trouve ici, en arrivant à la gare, pas mal de vestiges de ce qu'on appelle la botanique ferroviaire prussienne. C'est exact, c'est un des endroits où celui qui aime la botanique ferroviaire peut trouver une botanique qui est différente des autres endroits en Belgique, des signaux mécaniques prussiens, des bornes prussiennes. Il y a même un petit peu plus loin ici une aiguille qui a encore sa lanterne lumineuse qui était typiquement allemande à l'époque. Bon, vous m'en dites déjà beaucoup plus, mais par contre, moi je ne sais toujours pas pourquoi il y avait une gare de cette importance ici. Pourquoi une gare d'un tel volume? Eh bien tout simplement parce que à quelques kilomètres d'ici, notamment, les Allemands vont établir un camp militaire, le camp militaire d'Elsenborn, que les Belges vont reprendre en 1920, si je ne m'abuse. Ça va amener du commerce, des industries, des auberges, à un point tel qu'un jour, lit-on dans les chroniques locales, un prêtre est monté en chair de vérité, il a dit que ce train menait vers l'enfer. Les trains, c'est votre dada. Est-ce que vous êtes aussi intéressé par les bateaux? Tout à fait.
Alors je vous propose tout de suite de regarder notre petite minute du patrimoine. Elle est consacrée cette semaine au patrimoine fluvial et plus précisément aux bateaux. Alors s'il y a bien un patrimoine que l'on peut rencontrer le long des voies navigables, ce sont les bateaux. Alors les bateaux ont toute une histoire, ils sont passés parfois de génération en génération. Beaucoup de bateaux ont disparu, les bateaux de 300 tonnes, il y a eu toute une campagne de déchirage des anciens bateaux. Fort heureusement, certains ont aménagé ces bateaux en bateaux-logements, un peu comme ici. Et d'autres bateaux qui étaient destinés au transport, mais aussi à d'autres missions, tels certains en bois qu'on peut encore retrouver qui ont participé au déminage. Chaque fleuve, chaque rivière en Belgique avait aussi ses bateaux propres. On parle de Betchet par exemple sur l'Ourthe. Ici dans la région, il y en a d'autres. Il y avait sur le canal Charleroi-Bruxelles, le premier canal Charleroi-Bruxelles à 70 tonnes, il y avait un bateau spécifique qui était le baquet de Charleroi, ou encore surnommé le sabot, parce qu'il y avait une forme de sabot. Au départ en bois, il n'en subsiste plus malheureusement. Par contre, en métal, il en reste 7 en Belgique, et à Senef, il en reste encore 2 notamment. Un fond particulier, ce fond plat. Oui, toujours propre à la péniche, qui est ce bateau à fond plat, qui était la meilleure formule pour transporter des marchandises sur des voies navigables intérieures. Avant de quitter la région, une dernière halte incontournable s'imposera. Le château de Reinhardstein, le seul de type eiffélien du royaume. Dominant la vallée de la Warche sur son éperon rocheux, il a été construit en 1354 par Renaud de Wem. Durant plusieurs siècles, il a été la demeure de nombreuses familles seigneuriales avant d'être abandonné et de tomber en ruine après la Révolution française. Fin des années 60, Jean Overloop, un professeur bruxellois, lui a redonné vie, le reconstruisant pierre par pierre et l'ornant d'un riche mobilier de tableaux et d'armures. Dans ce véritable musée vivant, c'est sûr, entre rêves d'enfants et attentes d'adultes, chacun d'entre vous y trouvera son bonheur à milieu de la modernité du monde actuel.